Bonjour à tous. J'aimerais bien remercier d'abord à Perceval et Caroline pour l'organisation et pour mon invitation. Je suis vraiment désolé de ne pas être à Paris. Un peu paradoxalement, nous avons l'autorisation de passer des vacances à l'étranger, mais non pas à faire des missions à l'étranger. Donc voilà, je reste un peu bloqué à Prague. Euh, et pour cette raison, également, j'ai un petit peu modifié ce que je pensais dire au départ. Je ne vais pas vous parler de l'article que j'ai soumis à la revue, même s'il y aura un petit écho dans mon exposé. J'ai travaillé sur... On vous entend plus. Est-ce que ça s'est rétabli? Et ça revient. D'accord. Est-ce que... Ouais. Désolé, je ne vois pas de problème de mon côté, mais je vois finalement que mon écran. Désolé. Vous me Comment... dites si jamais ça coupe, bien sûr. Et alors, je redis simplement que je ne vais pas vous présenter, vous faire un exposé de mon article que j'ai soumis à la revue, qui portait sur Auguste Comte, même si je vais finalement, à la fin de mon exposé, je vais faire allusion à Auguste Comte et peut-être voilà, m'inspirer de lui. Auguste Comte que j'ai travaillé dans son aspect, dans sa théorie de l'état métaphysique de la science, qu'il conçoit, à mon avis, en partie, comme un état de science, de connaissance dégradée. Mais en tout cas, ce sera juste un écho à la fin. Je préfère vous parler aujourd'hui plutôt de mes hésitations ou des doutes parfois que j'ai par rapport au sujet, non pas seulement de la désiétude, mais finalement de ce suivi des objets scientifiques. Euh, Quelque chose que je ferais sinon, évidemment, dans les cafés ou dans les restaurants avec vous si je n'en étais pas privé. Et euh, voilà. Euh, je pense que m'inviter à ce colloque, c'était de la part de Caroline et de Perceval un essai de compatibilité en fait de nos intérêts. Parce qu'il se trouve qu'en 2016, pardon, je vais couper pour le moment l'écran pour vous voir. Et, en 2016, j'ai organisé ou co-organisé avec un collègue canadien, Olivier Klein, un colloque à Prague qui avait pour titre une transformation, dégradation, disparition des objets scientifiques. Et vous entendez donc, évidemment, ça a l'air assez proche à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en même temps, vous entendez que dans le titre, il n'y a pas de concept de désiétude. Il n'y a pas de mot désiétude. Alors que finalement, c'était le mot anglais disappearance qui a été souvent compris justement comme désiétude. Donc, si je me souviens bien, il y avait Emmanuel Dombre qui, au début de notre journée d'hier, a remarqué justement, à mon avis, que l'anglais n'avait pas vraiment d'équivalent au mot français, à l'expression désiétude. Et en même temps, j'ai cette expérience que le mot disappearance a été justement compris dans ce sens-là. À l'époque, c'était plutôt à mon regret, je dois dire, parce que j'entendais mettre plutôt l'accent sur l'aspect processuel en fait, de la disparition des objets scientifiques. Donc la question qui m'intéressait notamment, c'était la question de comment un objet scientifique disparaît et beaucoup moins pourquoi il disparaît. Je trouve que ces deux questions sont différentes, même si je comprends que la confusion, on peut facilement passer de l'une à l'autre, parce que dans les deux cas, on peut parler des processus ou de procès. Dans un sens, ça serait on va dire, des contributions à la disparition d'un concept, d'un objet scientifique, une disparition complète. Et dans l'autre cas, ce serait ce serait plutôt les étapes de la disparition. Alors, je comprends tout à fait que les deux possibilités ont été quelque part amalgamées parfois. En tout cas, il me semble que les deux questions ont circulé hier déjà, sans être vraiment distinguées, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Si je m'arrête à ce colloque de 2016, c'est également parce il y avait un deuxième malentendu, en quelque sorte, à savoir objet scientifique a été largement compris comme objet intentionnel de la science, donc ce que la science étudie.
Et quand je reprends maintenant l'appel à contribution que Perceval et Caroline nous ont écrit, je trouve en fait que s'il s'agit au départ de la question de la disparition, de la désuétude des concepts, il y a une tentative d'élargissement de la perspective lorsqu'ils écrivent que la question de la nature des objets désuets est aussi à poser. S'il est pour l'instant question de concepts, la littérature parle aussi d'objets scientifiques et d'objets épistémiques. Et il s'agit pour eux des objets tels que non seulement les concepts, justement, mais aussi les éléments d'une théorie, des modèles, des propositions, des axiomes, etc. Et maintenant, la question, ce serait ce que c'est ce etc. Mais en tout cas, objet scientifique, on a envie de penser également, pas seulement en fait, aux objets que la science vise, mais également à différentes composantes de l'entreprise scientifique. Alors jusqu'ici, on parlait notamment des concepts, mais on parlait également des modèles. Et donc, je pense qu'il est tout à fait légitime de s'intéresser, en fait, de s'arrêter sur cette question de quelles seraient justement ces composantes de la science ou de l'entreprise scientifique. Et plus généralement, du coup, il s'agirait de poser la question de qu'est-ce qui est susceptible de tomber en désuétude. Alors, maintenant, je reviens à ma présentation, qui est très minimaliste. Hein. Vous allez voir, parce que, à vrai dire, je préfère voir la salle que mon document. Et finalement, je vais essayer d'être très clair, en fait, dans mon exposition, dans mon exposé. Donc, il y aura 3 parties dans mon exposé. La première partie, objet scientifique, objet épistémique, chose épistémique et le reste de la science. Je vais soutenir qu'il faut renoncer à l'expression objet scientifique si on doit s'intéresser également à d'autres composantes de la science que l'objet que la science étudie. Dans la deuxième partie, les éléments de la science, les épistémata, il s'agira de proposer donc un concept de remplacement, en partie avec Jan Hacking. Et dans la troisième partie, je vais revenir sur l'idée de désuétude, que je vais présenter finalement la désuétude comme une condition limite, comme un cas un peu extrême. Et je vais me poser la question si finalement c'est la bonne porte d'entrée dans l'étude des phénomènes qui se passent à l'intérieur des sciences dynamiques. Voilà, donc ma première partie, objet scientifique, objet épistémique, chose épistémique et le reste de la science. Je vais rapidement commencer par Canguilhem, juste pour faire le pont. Et là, je vais encore couper l'écran. Voilà. Il me semble, voilà, je pense faire un petit parcours à travers les auteurs qui sont les auteurs de référence pour montrer que chacun d'entre eux, finalement, conçoivent objet scientifique comme objet de la recherche scientifique. Et je commence par Canguilhem, qui fait la distinction entre l'objet naturel et l'objet scientifique dans le cadre de son argumentation par rapport à l'histoire de la science et son objet propre, et qui écrit « L'objet naturel, hors de tout discours tenu sur lui, n'est pas, bien entendu, l'objet scientifique. La nature n'est pas d'elle-même découpée et répartie en objets et en phénomènes scientifiques. C'est la science qui constitue son objet. » Il s'agit donc d'une citation de son texte « L'objet de l'histoire des sciences » de 1966. Ensuite, donc ce sera un peu rapide comme survol, si je prends quelqu'un comme Théodore Arabatis, dans son texte « On the Historicity of Scientific Objects », lui-même, il conçoit l'objet scientifique très clairement comme l'objet dont la science se saisit pour le connaître. Et il propose une typologie, mais qui est plutôt une série de distinctions de base, en énumérant finalement à quel type d'objet on peut penser dans ce cas-là. Par exemple, voilà, une distinction entre l'objet naturel ou entité naturelle et entité artificielle, entité historique ou entité non historique,
entité ou objet stable, objet éphémère, objet observable ou objet non observable, ce qui l'intéresse en particulier, ou encore des objets du discours théorique ou des objets d'investigation expérimentale. En tout cas, les objets, pour lui, sont des objets intentionnels de la science, ce vers quoi la science tend, ce qu'elle essaye de connaître, ce qu'elle saisit. Maintenant, je prends une autre auteure, mais dans la même tradition, Lauren Daston, dans Biographies of Scientific Objects de 2000, elle est également, elle a toute une réflexion sur la notion d'objet comme quelque chose qui fait obstacle et qui se présente à nous. Et elle s'attaque notamment en fait quelque part au dilemme ou en fait, à l'alternative de l'objet solide ou de l'objet construit. Donc, on reconnaît le débat. Elle va proposer, finalement, son idée, c'est de proposer que la réalité des objets scientifiques peut avoir une intensité fluctuante, mais en tout cas, l'objet scientifique, pour elle, c'est un objet dont la science se saisit, qu'elle essaye de connaître. Encore une fois. De la même façon, la liste ne sera plus très longue. Ha-Sung Chang, que vous avez évoqué plusieurs fois aujourd'hui et hier, qui parle des objets épistémiques pour sa part, et qui sont des entités que nous identifions comme faisant partie de la réalité, mais qui sont des objets que nous concevons. Donc, épistémique, dans objet épistémique, veut dire que c'est le processus de la connaissance qui distingue ces objets et qui les saisit. Là, j'ai cherché dans The Persistence of Epistemic Objects Through Scientific Change en 2011. Dernier auteur que j'évoquerai, c'est Hans-Jörg Reinberger, qui lui parle des epistemic objects ou epistemic things, et qui très littéralement, très clairement, dit qu'il s'agit des cibles, des targets de la recherche, qui peuvent éventuellement tourner en objets techniques, mais lorsqu'ils tournent en objets techniques, ils ne sont plus épistémiques. Néanmoins, je trouve ce passage entre objet épistémique et objet technique intéressant parce que justement, il y a un changement de statut, qui est quelque chose qui m'intéresse en particulier. Et là, cette citation de cible de la recherche, je la trouve dans le texte de Reinberger, On the Possible Transformation and Vanishment of Epistemic Objects, publié dans les actes du colloque que nous avons organisé avec mon collègue. En tout cas, voilà, pour fermer pour un peu finir sur ce survol, je trouve que dans la multiplicité d'approches, il existe une forte tendance, pour ne pas dire consensus, à désigner par objet scientifique l'objet visé par la science, l'objet de son effort de connaissance. Et j'ai fait l'expérience qu'en disant objet scientifique et en voulant signifier par là autre chose, à savoir les diverses composantes de la science, on se heurte en fait à l'incompréhension et il est vraiment difficile de changer le sens de cet objet qui est déjà établi. En même temps, je trouve qu'il y a là quelque chose dans ce privilège qui est accordé à l'objet de la science, de l'objet que la science essaye de connaître, qu'il y a là une sorte de soumission de l'épistémologue au scientifique. Et soumission injustifiée, parce qu'il n'y a pas finalement de raison de privilégier l'objet de la connaissance en tant qu'épistémologue à d'autres objets qui forment la science et qui font partie de l'architecture de la science. Donc, je trouve tout à fait justifié si on nous appelle, et comme Perceval et Caroline l'ont fait, si on nous appelle de concevoir également et de penser également à d'autres objets composantes de la science que ceux qui sont justement des objets intentionnels. Maintenant, la question, c'est donc
qu'il faut trouver un autre nom. Et la question, c'est quel nom? Donc, je passe à ma deuxième partie, éléments de la science, les épistémata. Je vais m'appuyer sur Ian Hacking et puis je vais proposer un terme pour désigner justement ces composantes de la science. Parce que je trouve qu'il y a deux choses. Je trouve que l'épistémologie de Ian Hacking, qui est, il me semble, le seul à véritablement travailler sur cette distinction des objets qui participent à la science, et en même temps, notre intérêt spécial pour la désiétude, que ces deux choses composées, en fait, laissent voir le côté peu pratique, finalement, du terme élément de science ou composante de science. En même temps, je trouve que Hacking, qu'il est un cas intéressant parce que quelque part, on sent dans son intérêt pour justement les composantes ou les éléments, ce qu'il appelle les éléments de la science, on sent qu'il y a là quelque part la sensibilité qui serait plus propre finalement aux sociologues des sciences ou à la tradition de STS ou Science Studies, plutôt qu'à l'épistémologue. Peut-être il y a une exception, en fait, il me semble qu'il y a un auteur dans la tradition de l'épistémologie française qui serait proche finalement de cette sensibilité, c'est Bachelard, assez étrangement. Lorsque dans la philosophie du non, il affirme que l'épistémologue doit s'intéresser à tout détail, à chaque détail épistémologique. Et il donne même une petite liste en fait, à quoi il pense. Et cette liste contient hypothèses, problèmes, expériences, équations. Mais finalement, cette liste n'est pas finie et on se demande comment elle devrait être finie. Donc, ce n'est pas très travaillé non plus. Alors, pour Ian Hacking, là, je me réfère à son article de Self-Vindication of the Laboratory Sciences de 1992, dans lequel, qui fait partie en fait du fameux livre de Andrew Pickering, Science as Practice and Culture, et dans lequel Hacking fournit une liste d'éléments constitutifs de la science de laboratoire, la laboratory science, qu'il doit définir, lui. Et fait en fait distingue trois catégories, grandes catégories d'objets qui composent une science ou une entreprise scientifique dans ce cas-là, parce qu'il s'agit notamment en fait, de la science expérimentale ou même, voire même de l'expérience scientifique. Alors, les grandes catégories, la première, c'est les idées, la deuxième, c'est les choses, la troisième, c'est les signes. Là, il s'inspire de la tour, ou s'inspire en tout cas, est assez proche de la tour pour les signes. Maintenant, ces grandes catégories, qu'est-ce qu'elles contiennent? Alors, du côté des idées, Hacking nous fait une liste, du coup, plus détaillée. Il pense à quoi? Il pense aux questions sur le sujet de la recherche, il pense à la connaissance de l'arrière-fond, il pense à la théorie systématique qui concerne le sujet de la recherche, il pense aux hypothèses locales, qu'il appelle topical. Local, c'est une traduction qui n'est peut-être pas tout à fait appropriée, mais ça se discute. Il pense aux théories des instruments utilisés. Du côté des choses, donc la deuxième catégorie, il pense au matériel de l'expérience. En disant matériel, il pense à la substance ou à la population étudiée. Il pense aux sources de modification du matériel. Il pense aux détecteurs, aux instruments, aux générateurs de données. Et enfin, du côté des signes, ou manipulation des signes, il pense aux données, évaluation des données, des opérateurs de réduction des données, ou analyse des données, ou interprétation des données. Alors, il y a quelque chose de particulier à observer, c'est qu'il ne mentionne pas les concepts. Alors, où est passé le concept? Il me semble que le concept, il est passé justement, il est quelque part distribué dans ces éléments. Il se trouve à plusieurs endroits.
certainement dans les hypothèses, certainement dans la théorie, mais également dans les instruments, certainement dans les interprétations des données, par exemple. C'est juste, je trouve intéressant que le concept n'y est pas. Alors que Hacking, certainement, n'est pas quelqu'un qui n'aimait pas les concepts. C'est lui-même qui a fait des travaux importants sur des concepts, notamment de la psychologie, etc. Alors maintenant, je pense qu'il y a deux problèmes qui se posent par rapport à ce que Hacking nous présente. Le premier problème, c'est le problème de découpage. Parce que comment finalement Hacking découpe sa science expérimentale? Comment il identifie les éléments? Alors, il n'est pas très... il ne s'étend pas beaucoup sur la question, mais en tout cas, ce qu'on comprend, lui, c'est très clairement dit. Il établit comme critère de distinction ce qui est utilisé. Donc, il va éviter un certain nombre de ce qu'on pourrait avoir envie d'accepter comme éléments de la science, comme par exemple le paradigme. Mais il trouve qu'il y a des éléments qui ne sont pas utilisés. Et maintenant, mais qu'est-ce qui est utilisé finalement? C'est la question qu'on doit lui poser. Et c'est là où il donne son véritable critère et où il se montre duhémien, parce que c'est le cadre dans lequel il s'inscrit. Utiliser pour Hacking ce qui est exposé à la contestation en cas d'échec de l'expérience. Donc, utiliser est ce qui est critiquable, utiliser est ce qui est finalement sur la liste des vulnérables dans une entreprise scientifique. Mais même là, je trouve qu'il faut se poser la question, mais comment savoir ce qui est vulnérable? Je trouve qu'il y a certainement des expériences chimiques, des expériences scientifiques où il y a des éléments qui sont contestés, mais il y a certainement des éléments qui ne sont pas contestés finalement. Et comment on sait qu'il s'agit des éléments contestables en principe? Alors, c'est là, je pense qu'il faut poser la question finalement aux chercheurs impliqués, ce qu'ils distinguent eux-mêmes comme étant sur la liste des vulnérables. Et quelque part, il me semble que sont éléments finalement les objets qui sont thématisés par les scientifiques eux-mêmes à un moment donné de leur parcours, du parcours de la discipline finalement, et qui sont donc mis sur la liste des vulnérables en tant qu'entité déjà constituée à un moment donné de l'évolution de leur science. Mais dans ce cas-là, cette thématisation me semble bien plus importante que le fait de faire partie d'un système comme laboratory science, ce à quoi pourtant le mot élément insiste. Élément, on a envie de demander élément de quoi? Élément d'un tout. Et il me semble que très souvent, on ne connaît pas de réponse en fait de quoi un concept est un élément. Je passe au deuxième problème, et c'est avec le deuxième problème qui se pose pour Hacking et pour le terme élément. Je pense que c'est notre problématique de désiétude en fait, qui montre qu'il y a un problème, à savoir qu'avec Hacking, il se conçoit assez facilement ce que c'est la désiétude. La désiétude, c'est ce qui se trouve en dehors de tout usage, de toute entreprise scientifique. Or, si la désiétude du coup, la désiétude ne peut pas être attribuée à aucun élément. Parce que si quelque chose se trouve en dehors de la science ou du système, ce n'est plus un élément. C'est un élément, c'est un ex-élément, c'est un élément abandonné. Mais dans ce cas-là, si le terme d'élément ne convient pas, parce qu'il faudrait penser à un élément en dehors de tout système. Et avec ça, la désiétude de cet objet se trouverait hors de portée de l'épistémologue parce que cet objet ne ferait plus partie de la science. Alors, les deux problèmes
me conduisent en fait à penser qu'il faut chercher ailleurs et que le terme d'élément ne convient pas non plus. Je pense que le terme de composante aurait exactement le même problème. Et je voulais juste vous suggérer c'est un peu risqué évidemment, mais de vous suggérer de penser en fait un nouveau terme qui pourrait être celui d'épistémata, qui soulignerait justement la thématisation de ces objets nouvellement constitués. Donc, épistémata serait tout élément réfléchi de la science, quelle que soit sa position structurelle. On pourrait appeler épistème tout élément mis à contribution dans l'entreprise scientifique considérée, ayant vécu un ou plusieurs épisodes d'objectivation en tant que thème d'une réflexion. Voilà, ça c'est une proposition que j'aimerais véritablement discuter avec vous. C'est pas du tout quelque chose d'arrêté, même dans mon esprit. Je suis pas convaincu en fait que le terme soit assez solide, mais c'est à discuter. Maintenant, dans la troisième partie, il me reste que 3 minutes, je vois, 4. Je reviens à la question de la désiétude. Alors, même en choisissant ce nouveau terme pour l'objet scientifique qui ne marche pas pour les objets internes de la science, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant chez Hacking, de stimulant, en ce qu'il présente justement la désiétude comme quelque chose finalement de quelque chose d'écarté de la science et du système de la science, parce qu'on voit tout de suite qu'il s'agit d'un statut limite, en fait, d'un statut extrême, d'une situation, condition extrême dans le parcours d'un épistémé. Et comme Hacking établit sa liste d'éléments que j'ai envie d'appeler donc épistémata pour faire une philosophie duhémienne élargie, pour lui, en fait, cette liste sert à répertorier des items, des éléments qui sont modifiables par la recherche scientifique. Mais si on dit que ces items sont modifiables, on est donc conduit à s'imaginer qu'avant d'être désuet, avant d'être véritablement écarté, un épistème est soumis aux modifications et aux changements. Dans la question que je me pose, et je vais le faire très rapidement, c'est est-ce que finalement le concept de désiétude est prêt à s'appliquer aux situations dans lesquelles, hors d'usage, se trouvent les épistémata au moyen d'un processus qui n'appartient pas au contexte, mais à l'épistème lui-même. Donc, lorsque l'épistème, les épistémata sont modifiés eux-mêmes. Donc, est-ce que tomber en désiétude, justement ce privilège ou cette spécificité finalement du terme français qui nous permet de penser tomber en désiétude comme presque un événement soudain ou en tout cas radical, est-ce que ce n'est pas un désavantage pour penser finalement tout un champ qui s'ouvre lorsque on fait ce geste que Perceval et Caroline ont fait, à savoir de ne plus accorder de privilèges à la science qui progresse, qui croît, qui grandit, mais à la science qui perd de vitesse et finalement qui peut également produire du déchet, finalement. Donc, désiétude est-elle la bonne porte d'entrée dans le domaine que ce refus de penser la science sous son aspect progressif, ce qui est la façon dominante de penser, justement, de faire l'épistémologie, quand on refuse justement de s'intéresser à la science dans son aspect juste progressif. Est-ce que c'est la bonne porte d'entrée dans le domaine qui se découvre par ce geste? Et voilà, maintenant je finis avec l'écho d'Auguste Comte. Dans l'article que j'ai présenté, j'ai montré que Auguste Comte, justement, a essayé de penser la désiétude de cette façon-là, la désiétude qui permet finalement à penser une progression, une dégradation de la science, son effritement. Et il le fait dans finalement sa grande théorie des 3 états,
lorsque l'état métaphysique se présente pour lui comme une étape assez particulière de la connaissance humaine qui se dégrade, qui est sur la voie de, non seulement de disparition, mais qui disparaît comment? En se dégradant. Il donne très peu d'exemples que dans l'article soumis, j'essaye d'exploiter, en fait, ce que j'ai trouvé dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la chimie, avec le concept d'affinité chimique, dans l'astronomie avec le système cosmologique, et surtout avec Longomontanus, qui essaye de sauver finalement le système de Tycho Brahe, et avec un passage par la sociologie qui est la plus susceptible finalement de montrer l'état métaphysique d'une science, puisque c'est une science qui n'est pas mûre et qui est pour lui encore dans cet état de dégradation finalement, jusqu'à évidemment son travail de renouvellement. Voilà pour mes questions qui sont véritablement des suggestions. En fait, je vous propose véritablement ça pour un débat. Ce n'est pas une position arrêtée sur la question, c'est pour profiter de votre présence, même si les 1000 kilomètres nous séparent encore. Merci.